bienvenue à ce podcast de la Champlain Society. C'est Patrice Dutil au micro et je vous parle de l'Institut de radio Alan Slate de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. Comme nous observons le 150e anniversaire de la Confédération, l'objectif de ce podcast est d'examiner l'identité canadienne du point de vue de Henri Bourassa, l'un des intellectuels français-canadiens les plus influents du siècle dernier. Avec moi en studio, Pierre Anctil, éditeur du volume de la Société de la Champlain Society en 2016, qui s'intitule Do What You Must, Selected Editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910 to 1932. Pierre Anctil est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Pierre, bienvenue au micro. Bonjour, ça fait plaisir. Je vous félicite pour cette merveilleuse collection. Parlez-moi de votre livre. Qu'est-ce qui vous a incité à collecter ces éditoriaux? Bien, d'abord, ces éditoriaux étaient perdus. En grande partie, ils ont paru dans le journal et puis ils ont été enterrés sous des tonnes de papier. Parce que les historiens, en général, vont aller dans la correspondance privée, ils vont aller dans les documents officiels, mais qu'est-ce que Bourassa a dit à un certain moment de l'histoire? Comment il a présenté son argument? On ne le sait pas. C'est quelque part dans la publication du Devoir et pour arriver à trouver ces éditoriaux qui avaient un grand impact politique, ben, je me suis mis à lire tous les éditoriaux du Devoir entre 1910 et 1932. Et il paraît que, là, je me fie sur votre introduction, c'était 6700 textes, 300 éditoriaux par année. Par année. Alors, c'est pas tous les éditoriaux qui ont été rédigés par Henri Bourassa. Non, loin de là. De 1910, vous dites dans votre livre, à 1924, il y aurait quand même 1000 éditoriaux. Alors, c'est de la besogne. Il faut prendre le temps de réaliser que Henri Bourassa s'est prononcé 1000 fois sur l'actualité canadienne, en particulier la plus grande partie dans cette période, au début du Devoir, entre 1910 et 18. En 18, sa femme est morte. La crise de la conscription a épuisé Henri Bourassa complètement. Et là, la production a baissé beaucoup. Mais les 8 premières années, c'est celles qu'on va étudier, c'est des années clés parce que Bourassa est encore jeune et il veut présenter son idée. Il veut entre autres s'opposer à Laurier. Il veut s'opposer aussi à d'autres personnalités politiques de son époque. Et on trouve dans les éditoriaux une matière très, très riche et très structuré. Alors, commençons avec le document lui-même. Vous avez sélectionné un extrait sur la vue de Bourassa sur le Canada qui a été écrite quelques mois seulement après la création du Devoir. Exact. On parle là, de l'éditorial qui a été publié le 26 juillet 1910. Le titre de l'éditorial est le suivant. Le Canada devrait-il être français ou anglais? Oui. Alors, on peut le lire. Une partie de l'éditorial, je tiens à le dire, c'est un éditorial clé dans la pensée de Bourassa parce que ça résume des années de réflexion. Alors, ça commence de la manière suivante. Mon seul objet est de faire comprendre à tous ceux, anglais, français ou irlandais d'origine, qui seraient tentés de l'oublier, que le Canada n'est resté terre anglaise que grâce à la constante fidélité des Canadiens français. Et cette fidélité mérite d'autant plus de reconnaissance qu'elle s'est manifestée avec le plus d'éclat à une époque où les Canadiens français tenaient dans leurs mains le sort de la couronne britannique au Canada, où, d'autre part, les représentants officiels à la Grande-Bretagne les traitaient en parias. Sans cette fidélité, doublement méritoire, l'Angleterre ne posséderait plus un pouce de territoire en Amérique. Loin de moi la pensée de conclure de là que les Canadiens français ont acquis le droit de dicter leur volonté à la couronne ou à la majorité anglophone du peuple canadien. Non, le Canada n'est pas et ne doit pas être français. Il n'est pas non plus et ne doit pas être anglais. Par sa constitution politique, par sa composition ethnique, par le droit naturel, le Canada est une confédération anglo-française, le produit de l'union féconde de 2 grandes et nobles races. Il doit rester sous l'égide de la couronne d'Angleterre, le patrimoine d'un peuple bilingue. Aucune de ces 2 races n'a le droit de dominer l'autre, de lui imposer, soit dans le gouvernement intérieur du pays, soit à l'égard de la mère patrie, une politique contraire à la tradition et aux intérêts de la Confédération.
toute tentative de domination ou d'absorption ne fera qu'affaiblir chez les Canadiens français la force du sentiment national, le jour où ils ne se sentiront plus chez eux, non seulement dans la province de Québec, mais dans toute l'étendue de la Confédération canadienne, où ils ne verront plus dans la Constitution les lois et les mœurs du Canada, la marque de sa double origine, ils cesseront de mettre les institutions du pays au-dessus de celles des États-Unis. Tous ceux qui, dans l'État ou dans l'Église, s'efforcent d'assimiler les Canadiens français par la langue, par la formation intellectuelle ou par les habitudes sont les pires ennemis de la paix, de la grandeur et surtout de l'unité du peuple canadien. Merci, Pierre. Mettez-nous, s'il vous plaît, dans le contexte de cet éditorial. Alors, le Devoir a été fondé en janvier 1910, c'est à peine 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui énerve M. Bourassa en juin 1910? Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. D'abord, il y a une nouvelle politique qui est discutée à Ottawa. Est-ce qu'on doit contribuer à la Constitution, à la création, à l'entretien d'une flotte de guerre britannique? Alors, les Canadiens paieraient pour défendre l'Empire britannique, qui paierait leur part, et c'est discuté au Parlement, et Bourassa s'oppose à ça très fortement. Il s'est toujours opposé à ça, il s'est opposé à l'Empire britannique, jugeant que ce qui est prioritaire pour les Canadiens, c'est la défense du Canada, c'est pas la défense de la Grande-Bretagne. L'autre élément, c'est que dans l'Église catholique, entre autres chez certains évêques anglophones irlandais, l'idée apparaît, et ça va apparaître en 1910 au Congrès eucharistique, quelques semaines après l'éditorial, que pour être des bons catholiques, il faut être des anglophones, parce que l'Amérique requiert que tout le monde soit uniforme et fasse front commun contre les anticatholiques. Et Bourassa dit non. On doit rester français. Mais plus que ça, dans l'éditorial, il y a la grande idée, la notion fondamentale, l'interprétation que Bourassa fournit de 1867. Alors, 1867, Parlons-en. Il y a deux conceptions. Et voilà. Il y a deux conceptions. Alors, la conception anglophone, j'ose dire la conception du Canada anglais, c'est que la Constitution de 1867, c'est un arrangement constitutionnel entre 4 provinces qui ont choisi de s'unir et de créer un État fédéré. Pas plus que ça. Ouais. 3 provinces anglophones, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la province de Québec, qui va évidemment former le gouvernement pour la majorité francophone. S'ajoute, bien sûr, la Colombie-Britannique en 1871, l'île du Prince-Édouard, et bien sûr que le projet confédératif est complété avec l'addition des territoires de l'Ouest, la création des provinces en 1905. Alors tout ça, c'est très frais dans son idée, dans l'idée des Canadiens anglais. Parce que finalement, l'entente confédérative, c'est maintenant 9 provinces anglophones vis-à-vis une province francophone, celle du Québec. Ça, c'est la perception anglo-canadienne. Mais s'oppose la position de M. Bourassa. Oui. Parlez-moi de ce pacte confédératif. Alors, pour Bourassa, ça n'a rien à voir avec les provinces. Pour lui, les provinces, ça a toujours été des gouvernements mineurs, régionaux. Pour lui, c'est la définition de l'État canadien. Il souhaite voir apparaître un État canadien, un nationalisme canadien détaché des intérêts de la Grande-Bretagne, qui voit à ses propres intérêts. Et dans cet État, il croit qu'il y a 2 peuples fondateurs qui doivent être égaux, considérés de manière égale et qui doivent avoir les mêmes droits, dont celui de préserver leur langue et leur religion. Chez les anglo-protestants, évidemment, le protestantisme. Chez les Canadiens français, le catholicisme. Et lui l'articule dans un substrat historique qui est celui de la conquête britannique et des 2 guerres de la Grande-Bretagne contre les États-Unis, l'invasion de 1775 et la guerre de 1812. Ouais. Alors, il dit, sans le Canada français, le Canada aurait cessé d'exister. Alors, je reviens là. Alors, pour lui, c'est pas une question de 9 provinces contre une. Non. C'est 2 peuples. 2 peuples. Et que le Canada doit conséquemment refléter l'entente égale anglais-français. Oui.
C'est assez audacieux. Oui, c'est audacieux parce qu'écoutez, en 1910, le Canada français n'est pas encore au sommet de son développement. Le Canada français est parti d'un pacte donc de 1867 où il est minoritaire, où il est politiquement minoritaire, où on pourrait même dire que c'est un peuple qui a été, soit on pourrait qualifier vaincu ou submergé ou colonisé. Et lui dit non. Tout ça, on le balaie du revers de la main. Voici deux peuples égaux et pour survivre, le Canada doit nous reconnaître à plein titre. Il faut rappeler qu'on parle d'un éditorial qui s'adresse là, dans un contexte, vous l'avez précisé, autour de la politique étrangère du Canada. Hein? Alors, rappelons à nos auditeurs la situation. D'un côté, vous l'avez dit, il y a le côté conservateur, le côté de M. Borden. Oui. Les conservateurs de l'époque désirent simplement envoyer un chèque au Trésor britannique pour qu'il puisse se payer un des navires là, pour faire face les grands navires de guerre. Les grands navires le Dreadnought, hein, pour affronter les Allemands qui eux aussi étaient dans une guerre, une course de navires, parce qu'on sentait déjà, c'était évident, qu'il y avait un affrontement qui s'annonçait. Alors, ça, c'est le côté conservateur. Le côté libéral, c'est celui de Sir Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier qui propose un service naval canadien. Hein, l'idée, c'était d'acquérir quelques navires, de former ses propres matelots, de former une armée qui pourrait défendre le Canada, de défendre le Canada sur ses côtes. M. Bourassa s'oppose à ça. Il a peur de la constitution d'une armée navale. C'est quand même frappant. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis que le Canada devrait se défendre. Mais ce qui s'opposait, c'était au fait que M. Laurier ait dit que si l'Angleterre se trouvait en guerre, que le service naval du Canada se porterait à la défense. Oui, et plus que ça, en fait, c'est comme si aujourd'hui, on dirait, toutes les forces armées canadiennes vont se mettre au service de la Grande-Bretagne et tous les armements, les bateaux, tout ce qu'on possède comme technologie, comme savoir-faire, devient rattaché à un autre pays et sert à un autre pays parce qu'il faut... Bon, c'est ça qui s'en venait, on va en discuter plus tard. Il s'en vient un conflit sur le continent européen. Alors, Bourassa dit non. Et comme il avait dit pour la guerre des Boers, tout ça, ça n'a fait aucun sens parce que l'intérêt premier du Canada, c'est la défense de son propre territoire, qu'il juge d'ailleurs peu menacé, certainement pas menacé par les Américains ni par les Allemands. Et il dit, d'abord le nationalisme canadien, d'abord les intérêts du Canada, et on n'a aucune obligation à se joindre ou à contribuer aux forces navales d'un autre pays. C'est là que le Canada anglais et le Canada français diffèrent. On voit que M. Bourassa redevient un acteur politique, hein, dans le sens que durant l'élection de 1911, il va s'élever contre Laurier, il va encourager le mouvement nationaliste à se présenter durant le concours électoral. Et ils vont constituer une grosse portion de la délégation québécoise au Parlement canadien. M. Laurier va perdre son élection et c'est Borden qui va rentrer en partie avec l'appui des nationalistes. C'est un drôle d'hasard, franchement. Mais Bourassa n'est pas un politicien traditionnel. Bourassa ne fait pas ces calculs-là. Bourassa fait des calculs à très haute altitude. D'ailleurs, il ne se voit pas comme bénéficiant personnellement du pouvoir, soit sous la forme d'avantages financiers ou simplement d'avantages qui sont attirés du pouvoir. Parlez-moi de ce personnage de Henri Bourassa. Qui était-il? Bourassa, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, qui est le rebelle de 1837, qui est en fait le premier, avec quelques Canadiens anglais, à se rebeller contre la gouvernance britannique du Canada, qui demande un gouvernement responsable, qui est un libéral à l'époque aussi, qui était un admirateur des libéraux anglais et des libéraux américains. Bourassa grandit dans l'aura de son grand-père. Il grandit dans une société où le seigneur de la petite nation est un personnage, appartient à une classe sociale à part, qui est celle des grands propriétaires qui ont non seulement été
héritier du régime français, mais qui était héritier du bien-être du Canada français. Il se sentait porteur du futur et du développement et, je dirais, de l'épanouissement du Canada français. C'est pour ça que Bourassa prend la parole de cette façon. Noblesse oblige. Oui, on ne parle pas d'une noblesse à la manière européenne. Mais c'est un conservateur, Bourassa. Oui, c'est un conservateur sur le plan catholique, sur le plan des mœurs, sur le plan, par exemple, du cinéma, sur le plan des nouvelles technologies, sur le plan de toute une série de nouvelles idées. Mais il est en même temps l'héritier d'un révolutionnaire ou d'un rebelle. Et c'est cette complexité de son personnage... Une indépendance d'esprit qui est assez marquante. Hein? Et qui va le faire appuyer Laurier à certains moments de sa carrière et à d'autres moments non, parce qu'il refuse tout compromis. C'est un homme de 42 ans. Il est né en 1868. Alors, en 1910, il a 42 ans. Il est marié. Il a 5 enfants. Il est à Montréal. Il dirige son journal quotidiennement. Oui. Non seulement il le dirige, il fonde Le Devoir. Et il faut se rappeler qu'on est en 1910, à l'époque, créer un quotidien avec toute la technologie, les coûts, les difficultés de distribution, le fait de rester propriétaire, de contrôler le journal, c'est un tour de force. Et Bourassa y arrive. Et quand l'éditorial sort en 1910, ça fait 5 mois à peu près que le journal existe. Bourassa contrôle le journal. Il est la seule voix du journal. Il est à la tête non seulement de la production du journal, mais de la page éditoriale, de la politique éditoriale, et c'est de ce point de vue, de ce perchoir que Bourassa va parler au peuple. Vous êtes un passionné des éditoriaux de journaux. Oui. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui fait que vous portez tant d'attention aux éditoriaux? Un éditorial est produit dans un creuset d'actualité, on en a discuté. Il y a un moment parfois de crise, il y a un moment de tension, une élection, une loi. Alors, il y a 2 grandes crises dans cette période pour Bourassa, le règlement 17 en 1912 de l'Ontario qui interdit l'enseignement du français dans les écoles publiques et évidemment, la Première Guerre mondiale, la crise de la conscription. Bourassa va s'activer dans ces 2 crises et il va donner le meilleur de lui-même pour définir la place du Canada français et la réponse du Canada français à ces 2 grands défis de l'histoire des années 10. Il le fait avec un certain style. Il écrit, je dirais pas jusqu'à dire de manière extrêmement élégante, mais il écrit avec une richesse de vocabulaire et d'idées, avec, je dirais, une force de conviction. C'est des éditoriaux, c'est quelque chose à lire. Il faut avoir lu un éditorial de Bourassa pour comprendre à quel point il pouvait avoir de l'impact dans sa société à une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de presse électronique, où le seul endroit qui va donner aux citoyens une information, c'est le journal quotidien. Et de ce point de vue, l'éditorialiste est une grande personnalité politique. C'est pas le seul qui signe des éditoriaux au Devoir. Non. À cette époque-là. Non, mais c'est lui qui est le plus, je dirais, riche sur le plan des idées. C'est lui qui incarne l'autorité du Devoir. Les autres éditorialistes ont des secteurs d'intérêt. On pense à Omer Héroux, Georges Pelletier, Louis Dupire, qui sont 3 grands journalistes aussi. Vous avez inclus aussi un éditorial d'Armand Lavergne dans la collection. Qui va brièvement être journaliste au Devoir éditorialiste, qui va donner naissance à la loi Lavergne, donc qui va avoir une place dans l'histoire, qui est un nationaliste, du Parti nationaliste. Je rappelle à nos auditeurs que le livre est bien sûr disponible en français. Oui, elle est disponible, oui. Le livre de la Champlain Society, c'est la traduction d'un livre que vous avez fait paraître il y a quelques années. En 2010, au Septentrion. D'accord. Alors, on peut retrouver les documents en français dans l'original. D'accord. Une de mes préoccupations, et je pense que M. Duthil et moi, on était d'accord, c'est que ces éditoriaux n'avaient pas été lus en anglais et même en français, ils ne seront pas lus en anglais parce que les anglophones vont sans doute en majorité trouver cette langue assez difficile à pénétrer. Parlez-moi du Québec de 1910. Où est-ce qu'on en est? Bien, d'abord, la province, le gouvernement provincial est faible. C'est pas un gouvernement déterminant dans le futur du Canada français ou des Canadiens français ou des Québécois encore. Ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir 50 ans plus tard. Le Québec
n'est pas non plus une identité à part. Il n'y a pas d'identité québécoise. Il y a une identité canadienne-française et Bourassa définit d'ailleurs le Canada français comme incluant toutes les composantes francophones du Canada. Il fait tout le territoire. Tout le territoire. L'Ontario, les Maritimes, les nouveaux établissements agricoles de l'Ouest. Il inclut même les États-Unis, la Louisiane, tous les descendants de l'Empire français déchu de 1763, catholiques, issus des premiers établissements français du XVIIe siècle. Revenons encore, je reviens à 1910. M. Bourassa, Henri Bourassa n'est pas du tout friand de ce qui se passe en France. Non. Il aurait pu se rattacher quand même à l'identité française. C'est très intéressant. Aujourd'hui, les Québécois, les Canadiens français, les Franco-ontariens, les Acadiens voient dans la France l'élément important de leur identité, ou enfin, un transmetteur de culture française. Pas du tout autant de Bourassa. Bourassa, en fait, avait une position de rejet assez intégrale et assez fondamentale. Pour lui, la République française, c'était le mal, la révolution, c'était le renversement de l'ordre établi, c'était le rejet de l'Église. Et on sait qu'en 1905, avec les lois Combes, la France met à la porte le clergé de l'éducation, s'assure de pousser les communautés religieuses loin de l'école publique. Bourassa est contre tout ça. D'ailleurs, s'il y a un pays qui est malmené dans les éditoriaux de Bourassa, c'est la France. C'est pas la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Parce qu'il est quand même... il reconnaît que la couronne anglaise a servi au Canada français. Oui. Et d'ailleurs, c'est une chose fondamentale dans l'éditorial de 1910. Il dit « à l'égard de la mère patrie ». Mais quelle mère patrie? Il parle de l'Angleterre. Il parle de l'Angleterre. Il dit « la mère patrie française n'est plus pour nous un point de référence ». Et d'ailleurs, c'est une des théories de Bourassa, c'est la théorie de l'abandon. La France a laissé tomber les Français de l'Amérique du Nord, qui sont encore des coloniaux à une certaine époque. Il les a ruinés. La France a ruiné les Canadiens français par la manière dont ils ont liquidé la Nouvelle-France. Et ils ont été totalement oubliés. Alors, il y a chez Bourassa un sens d'outrage face à la position française qui revient systématiquement pour dire fondamentalement qu'il faut se réconcilier avec la conquête anglaise et que le Canada français va rester dans l'orbite de la Grande-Bretagne quoi qu'il arrive. Dans le même éditorial, il parle aussi de l'Irlande et il parle des États-Unis. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Bourassa pense que les États-Unis, comme la France, sont un pays qu'il ne faut pas imiter, que la République, l'État neutre, la séparation de l'Église et de l'État, le contrôle de l'État par des libéraux, dans le sens plus profond que le Parti libéral canadien, là, des gens qui sont libres penseurs. Bourassa pense que c'est une erreur, c'est une fausse route qu'il faut éviter à tout prix. Pour lui, c'est un repoussoir. Alors, il y a un esprit spirituel dans la démarche de Bourassa. Il y a toujours une présence de la spiritualité catholique et du rôle messianique que le Canada français et l'Église vont jouer en Amérique du Nord. Ça reste présent pour civiliser, humaniser, pour jeter les bases d'une société juste et profonde et spirituelle. Bon, mais alors, l'Irlande dans tout ça... L'Irlande, c'est le pays... Des catholiques? Oui. Alors, au contraire, pour lui, l'Irlande, c'est le modèle. Alors, voici un peuple, le peuple irlandais catholique, qui est très proche du catholicisme québécois, c'est un catholicisme ultramontain, qui résiste à l'impérialisme britannique depuis des siècles, qui résiste à l'anglicisation, qui résiste au contrôle d'Henri VIII, de l'État anglican. Il voit dans l'Irlande un modèle salvation. Et il comprend que c'est pas la même chose que le Canada français, mais pour lui, la position des Irlandais catholiques, attention, pas des Irlandais protestants, est héroïque et il va défendre systématiquement les Irlandais jusqu'à l'apparition de l'État libre en 1922 et il va voir dans ça une sorte de prémonition de ce que le Canada pourrait devenir, de ce que, en fait, comment le Canada pourra se libérer de l'emprise britannique aussi. Alors, parlons maintenant de ce que vous dites, le Canada en devenir.
117 ans plus tard, comment est-ce qu'on doit percevoir Henri Bourassa sur l'éventail, d'un côté fédéraliste, de l'autre côté indépendantiste? C'est une question que les historiens aiment se poser parce que c'est un beau jeu. Est-ce que Bourassa était indépendantiste à l'époque? L'aurait-il été aujourd'hui? Est-ce qu'il était fédéraliste? Est-ce qu'il serait à l'aise aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut jouer ce jeu? Alors, Le Devoir, qui est un baromètre, en quelque sorte, ne fait apparaître le mot québécois comme signifiant les habitants francophones du Québec possédant une identité séparée des autres Canadiens français. Ça n'apparaît vraiment qu'après la guerre. Il y a quelques moments où ça commence à poindre dans les fins des années 30. Mais c'est un phénomène de la Révolution tranquille. On ne peut pas projeter sur Bourassa les idées d'autonomie provinciale des années 50-60, les idées d'autonomisme sur le plan politique, souveraineté association. Il n'y a rien de ça qui est dans le paysage encore. Le Québec, c'est une province et comme les autres provinces, ce n'est pas un gouvernement important, ce n'est pas encore une force budgétaire et des responsabilités constitutionnelles importantes. Alors pour lui, c'est vraiment une question que le Québec est destiné à rester dans la Fédération canadienne. Absolument. Cependant, sous un autre angle, sous cet angle de compact, de conditions que ce sera un partenariat à part égale, c'est vraiment un rêveur. Oui, c'est un visionnaire. D'ailleurs, ce n'est pas un politicien dans le sens classique du terme, parce que Bourassa, en fait, ne souhaite pas avoir le pouvoir, ne souhaite pas devenir ministre, ne se gêne pas pour critiquer son parti. Il va même jusqu'à souhaiter la défaite électorale de Laurier, ce qui n'est pas rien, parce que Laurier était son père spirituel de beaucoup de façons. Bourassa, c'est quelqu'un qui est en dehors de la politique pratique. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, Pierre, pour nous faire part de votre interprétation de Henri Bourassa. Merci. Ça fait plaisir. Merci également pour cette précieuse contribution à la Champlain Society. Nous remercions aussi M. Tonu Onu, qui a traduit des éditoriaux du français vers l'anglais. C'était Pierre Anctil qui parlait de la vision de la Confédération en 1910, celle de Henri Bourassa, à partir d'un extrait du numéro courant de la Champlain Society, un livre intitulé « Do What You Must, Selected Editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910-1932 ». Je tiens à rappeler à nos auditeurs que le document que nous venons de discuter est disponible sur le site web de la Champlain Society. Visitez le site www.champlainsociety.ca. Ce podcast est produit par la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil et cette interview a été enregistrée au Alan Slate Radio Institute de l'Université Ryerson. Il a été produit par Sabrina Birch, Cindy Long et Vincent Piette. Merci à tous et à la prochaine.